Salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode du podcast, No Limit Nati Podcast. Donc deuxième épisode, on s'est pas arrêté à un, ça prouve bien que ça va continuer. Très content d'être là. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui va être peut-être un petit peu difficile à écouter, je sais pas trop. Je suis tombé malade hier, ça va un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai encore un peu le nez et la voix prise, donc je m'excuse pour ça. Merci à tous pour les retours sur le premier podcast, ça fait déjà extrêmement plaisir. J'ai pu les lire, Flo s'est occupé d'y répondre. J'ai Yes. pu voir, ça fait extrêmement plaisir ouais, de voir les retours, de voir qu'il y a déjà eu pas mal de questions pour un deuxième épisode, que ça plaît énormément, que il a un bel avenir devant lui ce podcast et c'est un peu le but qu'on avait, même si l'objectif n'était pas de le faire à tout prix pour les likes. Enfin, bref, pour aider les personnes en général, ça fait toujours extrêmement plaisir, donc ça fait beaucoup de bien. Je pense que voilà, c'est le plus important. Mais voilà, comment ça va du coup, Flo? On a lancé vraiment le podcast Bah sans se écoute, parler vraiment avant, comme ça fait un peu plus honnête et tout, et je bah, trouve ça vraiment beaucoup mieux. moi ça va très bien, ça va très bien. Là, on a pu commencer la journée tranquille. Je pense que j'ai chopé un petit truc comme toi aussi, donc il y a moyen que je sois un peu enrhumé, mais bon, on va faire au mieux. Ce matin, ça a été une matinée tranquille. On a pu faire les checks pour la team. Donc très content également de voir que notre travail peut aider de plus en plus de personnes et ça passera également par le podcast, par les sujets qu'on va pouvoir aborder, par notre Instagram. Donc voilà, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire sur ce que vous aimeriez, les thèmes que vous aimeriez que l'on aborde par la suite. Également, comme d'habitude, vous le savez, on est présent la plupart du temps sur notre Instagram. Donc abonnez-vous. Florian, c'est FloPTR sur Instagram avec un W. Et moi, c'est florentin.tf. Donc, rejoignez-nous sur Instagram, c'est là où on poste le plus de contenu et c'est là où également où on peut aider le plus de personnes en plus du podcast et de nos chaînes YouTube personnelles. Du coup, très content encore une fois, ben, comme Flo a dit, de vous retrouver pour un second podcast. Le thème de ce podcast, ça sera tout simplement comment faire au mieux pour tout simplement, comment réussir au mieux sa première expérience sur scène en bodybuilding pour une personne qui veut monter sur scène, que ça soit sur du court terme ou du long terme. Donc, ça va être un sujet très, très intéressant qui va tout simplement aider beaucoup de personnes parce que on le voit, hein, les personnes qui viennent nous parler et qui sont intéressées par commencer le bodybuilding peuvent un peu se perdre avec toutes les choses qu'il faut savoir tous les sujets à prendre en compte. Donc, ça sera toujours des thèmes très intéressants. Et donc, tout simplement, on va commencer, si ça te va, on commence dès maintenant. Et voilà, toi, tout simplement, euh, pour toi, ce serait i- i- qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui aimerait commencer une compétition de bodybuilding, qui en est loin, par exemple, ou alors qui serait quasiment prêt à monter sur scène? Pour toi, ce serait quoi les thèmes essentiels à aborder là-dedans? Ouais, préparer une compétition, ça sera toujours alors, délicat, oui et non. Il faudra s'assurer déjà, bien sûr, le plus important pour moi quand tu prépares une compétition, c'est déjà être sûr que euh, tout ce qui est autour de la compétition, c'est pas juste ta pratique, etc., est vraiment au vert. Donc tes finances, ton mental, tes connaissances, ton entourage, tout ce genre de choses-là, parce que c'est quelque chose qui sera déterminant et obligatoire pour la compétition. Effectivement, c'est pas trop grave si ton entourage n'est pas d'accord avec toi, tu peux quand même réussir à le faire, mais c'est Ouais. toujours mieux d'avoir un soutien et de se dire, ok, si maintenant je vais chez ma famille, que je ramène mes tubes, etc., je vais pas me faire juger, parce que quand tu as déjà l'objectif de la compétition, qui peut être un petit stress, surtout si tu es un challenger ou que tu as envie de faire de bons résultats. Même si il faut kiffer le processus, ça reste quand même bien sûr un stress et c'est normal, ça fait partie du jeu. Si en plus de ça, on te rajoute le stress mais tu es vraiment obligé de ramener tes trucs, ta bouffe, etc. Ça sert vraiment à quelque chose, t'es assez sec, c'est ok, tu vois. Ouais. Mais en fait, sans s'en rendre compte, c'est pas forcément quelque chose qui est. Alors, c'est pas le pire des stress, hein, on parle pas non plus je sais pas, du fuite d'eau dans ta maison ou un truc comme ça, mais ça reste quand même un stress qui est. Chiant, vraiment un stress qui peut juste en fait te prendre la tête et potentiellement te faire poser des questions. Et c'est souvent ça aussi le plus difficile, c'est l'entourage, parce que si l'entourage n'est pas avec toi, bah tu peux te poser des tas de questions. Est-ce qu'effectivement je suis fait pour ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Donc je pense que
Moi, moi avant tout, on va creuser sans doute, il y aura d'autres choses, hein. Mais avant tout, Ouais, le premier truc que je dirais, c'est vraiment l'entourage. À quel point il est ouais, avec toi, à quel point il est derrière toi, à quel point il te soutient, à quel point il est d'accord, ou non, mais en tout cas d'accord avec ça, et à quel point tu as vraiment envie de le faire. Parce qu'il y a aussi ça. Mais ouais. la grosse partie, pour moi, la grosse partie, c'est vraiment l'entourage. Et avant de monter sur scène, c'est être sûr que ouais, tout soit ouvert. Les finances, tout le reste du truc, ça c'est vraiment autre chose. Mais c'est une grosse partie pour répondre à la question comme tu l'as posée, c'est une grosse partie du jeu, j'ai Des envie de dire. choses Et qui ouais, doivent être ouvertes, ouais. Ouais, je suis ouais, complètement d'accord. L'environnement, comme tu as dit, avec l'entourage fait partie de l'environnement. C'est pas seulement. Y a pas que l'entourage qui compte dans son environnement, mais avant de se lancer dans une compétition de bodybuilding, avant de regarder ton niveau, sois sûr d'avoir un bon entourage et un bon environnement. Être sûr de pouvoir te lancer dans une prep et pouvoir la terminer. Parce que comme Flo, tu l'as dit, l'entourage, c'est ce qui va te permettre soit de finir une prep, parce qu'ils vont te supporter, ils vont te porter vers le haut, parce que c'est sûr et certain que durant une prep, mentalement, tu vas avoir des coups durs, physiquement également. Et donc, si les personnes ont tendance plutôt à te faire douter, à te tirer vers le bas, ça va être quasiment impossible. Bien sûr, il y a ton mental qui va jouer, ton propre mental, mais ton entourage joue énormément, les personnes que tu aimes jouent énormément. Donc savoir est-ce que ces personnes-là vont être assez compréhensives pour te supporter durant toute cette épreuve, c'est super, super important. Et donc, il y a plusieurs choses, comme tu as pu le dire, pour être sûr et certain, d'abord, avant de parler catégorie, avant de parler fédération, il faut d'abord se poser la question, est-ce que je suis prêt à faire une compétition de bodybuilding? Et donc ça comprend plusieurs choses. L'environnement, donc est-ce que tu as un entourage assez stable qui te comprend, avec lequel tu as l'habitude de communiquer pour aussi qu'ils comprennent tes objectifs. Quelque chose que j'ai l'habitude de dire, c'est que euh, tu peux avoir le meilleur entourage possible si tu communiques pas avec cet entourage-là, si tu lui dis pas, si tu leur expliques pas ce qui te tient à cœur, ce qui te drive, ils ne pourront jamais comprendre parce que le bodybuilding, c'est quand même un sujet très très niche. Donc peu de personnes comprennent réellement les enjeux et tout ce qui se cache derrière et toutes les concessions que tu vas avoir besoin de faire pour atteindre l'objectif que tu veux et le top niveau. Donc d'abord, communique avec cet entourage-là. Et potentiellement, fais le tri aussi. Fais le tri de personnes qui sauront te soutenir, de bonnes personnes, et prends tes distances, même si ça doit être momentané. Je ne dis pas à tout le monde de se couper des personnes qui ne sont pas dans le body, pas du tout, parce qu'en soi, sinon, tu te couperais de absolument tout le monde. Mais ouais. pendant une prépa, c'est important de prendre soin de soi, d'être égoïste. Je pense que être égoïste en prépa, c'est absolument nécessaire parce que ça demande énormément de charge mentale, de charge physique. Donc sois égoïste, prends les personnes qui t'aiment et qui sauront te pousser vers le haut et communique avec elles, explique-leur ce que tu vas faire, ce que ça va comprendre. Et donc, pour faire ça également, il faut connaître le process. Si tu connais pas ton processus, tu pourras pas expliquer à ton entourage bah, les tenants et aboutissants de l'épreuve. Donc, connais ton processus, partage à tes proches pour que tu saches qui sera là pour toi et qui sera pas là pour toi. Et s'il y a des personnes que tu vois à l'avance qui vont être très réticentes à cette aventure-là, bah, essaye de voilà, leur faire comprendre que ça va être un peu compliqué pendant un certain moment, ou même sans leur dire, essaye de prendre un peu tes distances, ou en tout cas de se détacher de leur jugement le plus tôt possible pour que toi, ça te perturbe pas pendant ta prep, parce que ça va être quand même assez demandant. Donc voilà, il y a l'entourage, il y a l'environnement, et dans l'environnement, pour finir sur cette parenthèse d'environnement, enfin qui n'est même pas une parenthèse, qui est vraiment quelque chose qu'il faut être sûr et certain qu'il soit opérationnel avant de commencer une prep, il y aura aussi ton environnement global, que ce soit la salle de sport, est-ce que tu as un bon environnement à la salle de sport, pas non plus devoir s'entraîner potentiellement à l'orange bleu et avoir du mal à pousser l'effort, voilà, à t'entraîner dur durant une prep parce que ce soit en prise de masse pendant une prep ou quoi que ce soit, il faut que tu sois sûr de pouvoir t'entraîner à fond dedans et également ne pas non plus euh, avoir trop de charge mentale pendant l'entraînement. Ça prend tout l'aspect environnement, ça, c'est tes proches, ton environnement à la salle et tout ce qui peut toucher euh, voilà, à tout ce qui est social finalement. Je pense que le second point, Flo, tu peux continuer, mais
voir si tu veux que je continue, mais ça serait l'aspect financier. Pour moi, c'est un second point très, très important avant de parler du physique. Sois sûr que les finances soient OK, ou en tout cas que tu puisses prévoir, si c'est dans plusieurs années, puisses prévoir le coût d'une compétition. Et ça vient également à connaître le coût d'une compétition et de tout ce que ça comprend. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Pour ça, oui, bien sûr. Après, ça dépend combien de compétitions tu veux faire. Pour revenir aussi sur le point d'avant, en soi, c'est pas forcément besoin de se couper toute la famille parce qu'en vrai, une Mm. prep, ça. Après, il faut savoir aussi que ça va durer. Ça va pas durer que 2 mois. Ça va durer peut-être là 6 8 mois si c'est bien fait, que tu prends le temps. Et il y aura vraiment peut-être, allez, c'est progressif, mais peut-être ça dépendra des personnes, mais 3 mois qui vont être compliqués. 3 mois où tu auras peut-être vraiment besoin d'être pour toi-même et te couper du monde. Donc c'est aussi ça à expliquer aussi aux personnes que une prep, ça va pas juste durer, c'est pas genre je vais me manquer un repas, c'est potentiellement je vais en manquer 10 15 pour ceux qui aiment vraiment aller voir leur famille. Donc il y a aussi ça peut-être à Mhm. expliquer. C'est important. Et concernant après les salles de sport, c'est comme on avait pu en discuter. Effectivement, il y a des salles de sport qui seront meilleures que d'autres, mais c'est quelque chose que j'ai aussi pu dire. Je pense que tout le monde peut réussir à faire une prep. J'avais effectivement, je pense à Mathieu, s'il écoute ce podcast, qui s'entraînait dans un l'Orange Bleu à l'époque quand on a fait la prep. C'est vrai. Il a quand même C'est réussi vrai. à faire une très Oui, bonne prep et à afficher un bon physique bien sec. Après, c'est sûr que niveau matos, au dernier moment, il y a eu pas mal de matos qui a été un peu mieux, comme des chest press et tout, donc ça a aidé. Mais effectivement, je pense que tout le monde en est capable. Il faudra juste se dire que potentiellement, t'as pas la meilleure des salles, donc être le ça peut plus jouer. malin ou le plus smart sur le choix des exercices. Peut-être que ce sera plus fatigant. Peut-être que quelqu'un, effectivement, qui a plus de matos, bah, pourra mettre un volume un peu plus haut sur les pecs parce qu'il aura beaucoup de machines. Donc, du coup, bah, c'est moins fatigant. Toi, potentiellement, si tu as que une Smith encore, ça va, mais que des haltères, bah, potentiellement, tu auras un peu moins, juste ce qu'il faut. Mais ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Donc, ça, je pense que si c'est important. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais pour le deuxième point, effectivement, l'aspect financier, ça c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Tout comme prendre tout comme prendre un prep coach, il faut pas s'attendre à ce que ce soit, et voilà, on va peut-être pas, enfin, chacun a ses prix, mais il faut pas s'attendre à ce que ce soit 80 euros, ou alors si t'es effectivement t'écoutes ce podcast et que t'es un mec qui amène des gens en prep et qui a 80 euros. Après, chacun son truc, hein, ça dépend si c'est comment dire, ton job ou pas, Job mais ou non, ouais. faut toujours expliquer aussi aux gens que bah, plus les tarifs sont bas potentiellement, plus la personne elle veut vivre quand même de ça, parce qu'au-delà de ça, Oui, bah, quand tu fais que ça comme job, bah, les dépenses derrière et les impôts et les taxes sont beaucoup plus hautes que quelqu'un qui est salarié. Parce que rien que l'URSSAF, bah, c'est énorme, par exemple. Donc, il faut bien s'imaginer que si le mec il te dit 80 euros, ok, c'est beau, mais imagine juste le nombre de personnes qu'il doit avoir pour avoir ne serait-ce qu'un c'est salaire ça. décent. Donc, il y a aussi ça, si tu veux aller en prep. Il faut aussi être sûr que le coach soit derrière. Alors, je dis pas forcément qu'il a besoin de se déplacer sur place, c'est pas ce que je dis, mais juste qu'il soit là. Et effectivement, si c'est bah voilà, un prix très bas, potentiellement, il sera pas forcément présent. Moi, je sais qu'effectivement, quand arrivent les moments des preps, il faut être présent parce que bah, mentalement, il faut être là aussi pour l'athlète parce que bah, surtout quand il y a cet aspect, fait, comme j'ai pu dire, challenge et que la personne veut vraiment aller loin dans dans l'objectif, il faut, alors pas forcément rassurer parce que si tout va bien, ça va bien, mais être présent. Donc ça, c'est aussi important. Donc effectivement, l'aspect financier sera important pour un coach. Ou non, si tu prends pas de coach. Mais en tout cas, pour une compétition, alors bien sûr, il y a des compétitions qui sont plus chères que d'autres, ça c'est sûr. Potentiellement, plus la compétition coûtera cher, bah, plus ce sera une compétition aussi qui sera bien parce qu'il y a des moyens derrière. C'est un petit peu aussi quelque chose qui est entre guillemets normal. C'est un peu comme tout, hein. Tu as, bon, ça veut rien dire, mais généralement, plus le coach aussi il sera potentiellement cher par mois, plus ça veut dire qu'il a de l'expérience. Plus ça veut dire aussi que tu as des chances d'avoir plus de résultats. Donc, du coup, la compétition aussi, c'est un peu la même chose au niveau de l'organisation. Ça dépend de tout, il y a un peu de tout. Il y a aussi potentiellement derrière l'aspect budget, parce que c'est un petit peu dommage, c'est ce que je dis aux gens, c'est que des fois, peut-être que effectivement, tu veux concourir cette année-là, mais tu es encore étudiant, et l'année d'après ou dans quelques mois, là, tu as un job. Donc, du coup, tu vas gagner plus, tu peux mettre plus de côté. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, OK, même si effectivement, t'es pas dans une catégorie teens, même si tu passes dans une catégorie junior, on s'en fout, est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, t'attends un an, parce qu'en fait, ça sera jamais un an perdu, puisque de toute façon, tu vas t'entraîner toujours aussi fort, tu vas pouvoir ajouter de la masse musculaire. Je vais te connaître encore un petit peu mieux, donc on pourra avancer plus. Et est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, tu as plus de moyens, ou potentiellement, si tu as, on le sait, tu as une bonne génétique, on le sait que tu as un bon physique, on sait que tu as tes moyens, est-ce que c'est pas plus intéressant de se dire, plutôt que de faire une compétition et arriver bien classé.
et que les juges disent franchement, je te veux en Europe ou à World parce que tu as vraiment des capacités, est-ce que ça serait pas frustrant de se dire, ok, mais en fait, j'ai pas le budget. Et si tu Oui, avais attendu un an de plus, tu l'aurais eu ce budget ouais, pour justement faire ta tout à fait. compétition, plus arriver correctement pour un World. Donc ça veut dire aussi bah, derrière du coup du déplacement, tu vois, plutôt qu'une seule compétition. Parce que le problème aussi qui est frustrant, c'est en faire qu'une seule et en fait être complètement en manque, parce que tu peux en faire qu'une seule, tu vois. Alors je dis pas qu'il faut forcément en faire beaucoup, mais c'est quand même toujours mieux. Et au-delà de ça, être sûr d'avoir des finances pour une compétition, ça veut dire que tu es tranquille aussi pour bah, le pack photo pour les souvenirs, le tan, parce qu'on va pas se mentir que généralement, sur 10 personnes qui se tannent elles-mêmes, il y en a peut-être deux qui auront un bon tan, parce que potentiellement leur coach, Ouais. il a 50 ans, il fait ça depuis 30 ans, donc il sait le faire. Mais la plupart des gens, faites un tan cabine. Franchement, faites un tan cabine. Même si c'est un peu plus cher, allez mettre de l'argent dans un tan cabine. Et effectivement, d'une compétition à l'autre, bah, le prix pourra varier. Tu as des compétitions où tu vas avoir 60 euros le tas de cabine, d'autres compétitions où c'est 150. Donc tu as déjà le double, tu vois. Donc avoir cet aspect-là un petit peu de... euh, pouvoir au cas où gérer correctement ses finances, ça peut aussi être bien parce que en fait c'est tout bête, mais un tan pourri sur scène, ben même si t'as un bon physique, potentiellement on verra moins tes stries ou ça va couler plus rapidement ou ce genre de choses là. Donc essayez de gratter le plus possible pour une compétition. Je pense pas que c'est la bonne chose. Yes, clairement pas. Euh, Effectivement, de toute façon, il faudra aussi du budget potentiellement plus pour les protéines parce que bah, tu vas manger moins de glucides, plus de protéines, donc tu auras encore plus de protéines type animal. Donc on sait que la viande, ça coûte cher. Donc voilà. Je commence à galérer un peu à respirer avec mon nez Mais là, ouais, donc je vais arrêter, je suis ça va. tout à fait d'accord avec toi. Mais en effet, le coût d'une compétition, c'est quelque chose qui est clairement le bodybuilding, comme on a tendance à le dire, c'est clairement un sport de riches pratiqué par par les pauvres la plupart du temps. Voilà, même si voilà, il y a des gens qui sont quand même aisés et qui font du bodybuilding, mais la plupart du temps, le bodybuilding reste un sport cher. Pas parce qu'il y a une chose en particulier qui vaut très très cher, mais parce que c'est l'accumulation de pas mal de coûts, et notamment une compétition. Et comme tu l'as dit, pour revenir d'abord sur tout ce qui est euh, coaching, je pense que toute personne qui veut se lancer dans une première expérience a tout intérêt à se faire suivre par quelqu'un de compétent. Parce que une préparation, encore une fois, ce n'est pas rien et ce n'est pas quelque chose qui va durer une semaine. C'est quelque chose qui va durer longtemps, où votre mental forcément va un moment prendre le relais, que vous allez réfléchir avec vos émotions et clairement plus votre tête. Et c'est à ce moment-là que même toujours, mais surtout à ce moment-là, un coach va être très important pour prendre les bonnes décisions au bon moment et ne pas écouter vos envies et écouter réellement ce qui est le mieux pour vous, en tout cas ce qui est le mieux pour arriver prêt sur scène. Donc, ne faites pas l'impasse sur une première expérience. De manière générale, ne faites pas l'impasse sur un bon coach. Pour revenir du coup au coût d'un coach, forcément, ça dépendra. Je pense qu'il y a des coachs très bien, un peu moins chers, des coachs très mauvais, beaucoup plus cher. Mais c'est sûr que si la personne a un coût très bas, c'est soit que c'est pas son métier, du coup, bah, est-ce qu'elle sera suffisamment présente pour vous accompagner tout au long de votre prep quand ça va pas, parce que forcément, notamment lorsqu'on s'approche d'une prépa, le coach a besoin d'être de plus en plus présent dans votre journée parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre au jour le jour, des checks de plus en plus fréquents, etc. Est-ce qu'une personne dont c'est pas son métier sera assez présente pour bien vous accompagner? Ça dépend de la personne, encore une fois. Et si c'est son métier et que son coût est quand même assez bas, ça veut dire qu'elle mise potentiellement sur beaucoup de clients en même temps. Et ça revient encore une fois à la même chose. Est-ce qu'elle sera assez disponible pour vous accompagner si elle gère 15 mecs ou 10 mecs en même temps sur une prep, sur une compète? Donc, encore une fois, ça dépend. Mais faites-vous accompagner par quelqu'un qui est passionné, qui s'y connaît, qui est compétent dans le milieu et qui a plus ou moins d'expérience, mais en tout cas qui est là pour vous et qui sait de quoi elle parle. Ok? Donc ça, encore une fois, c'est un coût qui va durer ben, forcément un peu plus longtemps, un coût qui va s'étaler en fonction de à quel point de départ vous avez jusqu'à la prep. Mais bien sûr, un coaching fait partie du bodybuilding et pour moi, tout bon bodybuilder doit se faire accompagner surtout sur une première expérience. Donc ça, il y a un coût non négligeable qui est payer quelqu'un pour vous accompagner au mieux, pour simplement à arriver sur scène préparé. Ensuite, comme tu as pu le dire, il va y avoir tous les coûts annexes qui prennent dans une compétition. Vous allez avoir votre TAN, encore une fois, ne soyez pas
enfin, ne faites pas d'impasse sur les coûts de ce genre de choses. Prenez un tan cabine, c'est des choses importantes. Ça serait bête d'avoir fait tous les efforts pendant, je sais pas, 30 semaines, une grosse prep qui a été compliquée, arriver bien conditionné, avoir assez de masse et du coup avoir toutes les chances de votre côté pour faire une bonne première expérience, une bonne place, voire finir premier et arriver avec un tan absolument dégueulasse sur scène et du coup vous faire on va dire, déclassé à cause de ça, parce qu'en fait, sur scène, vous rendez absolument pas bien. Donc, pour ce que, pour ce que ça peut impliquer, prenez un tan. Et ça sera au moins ça d'assurer. Vous aurez aussi, en termes de coûts, ben, du coup, l'inscription à la compétition, en fonction de la fédération, ça peut valoir plus ou moins cher. Vous allez avoir également les catégories, si vous voulez faire plus ou moins de catégories. Selon, encore une fois, les fédérations, ça peut monter assez vite. Euh, Tu me dis si je me trompe, mais une catégorie, souvent, ça peut valoir entre 50 et 75 euros, et, ou même des fois un peu plus. Et si vous voulez faire plusieurs KT, ce qui est presque, enfin, non, pas forcément conseillé, mais ce qui est assez classique, de ne pas faire forcément qu'une seule catégorie. euh, Forcément, les coûts peuvent doubler à ce niveau-là. Vous allez avoir la fédération, donc la licence dans la fédération. Sur une, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dommage d'arriver et de ne pas avoir les finances pour faire plusieurs compétitions. Souvent, ce que je préconise, c'est au moins faire deux compétitions. Mais c'est vraiment pour moi un minimum. Euh, une bonne fourchette, je pense, en termes de nombre de compétitions par saison, ça va être entre 2 et ouais, 5 ou 4 en fonction de comment elle est placée dans votre saison. Parce que forcément, si votre première saison en fait, une saison A. Voilà. En bodybuilding aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a deux saisons. Une saison A et une saison B. Une saison A qui arrive plutôt vers le début d'année et une saison B qui arrive plutôt vers la fin d'année. Et la plupart du temps, une saison, ça va durer entre 2 et 3 mois. Si vous faites votre première compétition au tout début de la saison A et votre dernière compétition tout à la fin, vous allez sûrement avoir 3 mois de délai. Est-ce que enchaîner le maximum de compétitions pendant ces 3 mois, c'est la meilleure chose pour vous, pour votre santé, mais également votre classement sur scène? Pas forcément. Mais voilà, j'ai tendance à dire entre 2 et 5 compétitions, c'est une bonne chose. Donc, pour en revenir à ce que je disais de base, durant ces, imaginons, 4 compétitions, vous n'allez pas forcément faire la même fédération, ce qui est très peu probable, voire pas probable du tout. Donc, vous allez payer sûrement plusieurs licences, également plusieurs passages, plusieurs catégories. Donc ça, c'est pas un coût non négligeable. Et forcément, à chaque compétition, il y a toujours le TAN à payer, il y a toujours les photos, si vous voulez des photos souvenirs, il y a toujours la licence euh, et les coûts annexes, comme tout simplement le déplacement, si vous y allez en avion, si vous y allez en train, en voiture, les Airbnb, souvent si la compétition dure sur un jour, vous allez pas forcément arriver la veille, mais la surveille, parce que ben, il y aura les check-in la veille, il faut s'adapter à l'environnement, prendre vos marques. Souvent, vous allez aller faire des courses, vous allez vous installer. Donc, ça, au moins, ça prend une journée. Si le déplacement a pris au minimum une demi-journée pour aller sur le lieu, ben, c'est quand même tout ce temps de prix que vous n'allez pas pouvoir mettre en place pour aller faire vos courses et vous habituer au lieu. Donc, ça fait au moins 3 à 4 jours de Airbnb, le TAN, les photos, les cross-catégories, la licence, le déplacement. Ça peut chiffrer en plus, bien sûr, du coaching. Donc, c'est pour ça qu'une compétition, à la fois l'environnement, c'est intéressant, enfin, c'est important l'environnement, mais l'aspect financier également est important, de soit être à l'aise de base financièrement pour pouvoir se le permettre, ou alors tout simplement le prévoir en avance. Voilà pour ça. C'est ouais, ouais, plutôt, ouais, c'est vraiment ça. Et autre chose qui peut être aussi intéressant sur les compétitions, au-delà de ça, c'est se déplacer peut-être un petit peu avant. Je dis, ok, bah, si j'aimerais bien faire la WNBF par exemple, bah, je sais pas, 2 ans avant, 3 ans avant, ou si jamais tu te déplaces toi, va voir en tant que spectateur un peu ce que ça donne. Ouais, Prends un peu tes impressions, prends tes retours un peu de personnes, voir ce que ça a donné aussi. Et, pour vivre une bonne expérience, pareil aussi au niveau du coach, si jamais, bah, par exemple, un coach qui a déjà été sur les compétitions, vu les compétitions, qui pourra te dire, ok, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas trop bien. Et deuxième chose aussi
sur aussi des compétitions, c'est toujours prendre aussi le temps de bien tout lire, de pas juste s'inscrire, de prendre vraiment le temps de lire les règlements, les posings en général, qu'est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as besoin de la licence, est-ce que tu as besoin de la licence, plus potentiellement aller chez un médecin pour faire une attestation comme quoi tu es en bonne santé, que tu fais de la musculation, bref, un truc comme ça. Ça sera important, je pense aussi. Et ouais, se laisser le temps, pas forcément concourir tous les ans, parce que je pense que si, effectivement, c'est un sport qui peut-être coûte cher, mais si tu te laisses 2 3 ans, tu vas venir avec un physique mieux. Donc potentiellement, tu vivras encore mieux ton expérience parce que tu te placeras mieux. Ça te laissera aussi la marge pour mettre de l'argent de côté. Plutôt que concourir tous les ans où c'est un peu compliqué. Voilà, tu te dis, Ouais. OK, bon, bah là, c'est mon budget. Je mets, par exemple, en plus de mon salaire, ne serait-ce que 25 50 € par, par mois de côté pour justement dire, OK, bah ça, OK, là, je suis arrivé au max pour le TAN, je suis OK, je suis tranquille pour 2 3 compétitions. Ça te permet d'en faire plus, ça te permet d'aller plus loin. En plus de ça, tu profites vraiment de faire ton physique. Et le souci, souvent, avec la plupart des personnes, et ça, c'est un peu dommage aussi, c'est que euh, pour être sûr de vivre aussi une première expérience sur scène, alors, ça sera pas forcément une question de placement parce que c'est pas obligatoire. Si vraiment tu as envie d'y aller, peu importe le classement, l'expérience avant tout est très importante. Mais euh, la compétition, je pense que ça c'est un truc, effectivement beaucoup de gens l'ont peut-être déjà entendu, mais n'arrivent pas forcément à le visualiser. Et on le voit surtout avec les gens qui sont très bons et qui deviennent très très bons. La compétition ne commence pas au moment où tu te dis, au moment où le coach te dit, OK, là on part en prep. OK? Oui. Ta compétition, elle commence à partir du moment où tu te dis, je veux concourir. Donc potentiellement 3 4 5 6 ans avant, quand tu vas t'entraîner, quand tu pousses tes poids, quand tu te reposes, quand tout ça. Ça, c'est très important parce que ton physique, il se construit pas au moment de la prep, il se construit avant. Donc si t'es que très rigoureux au moment de la prep, t'attends pas à être un monstre sur scène si t'arrives pas à être rigoureux pendant la phase de masse parce que là où tu vas construire du tissu, là où tu vas être bon, là où tu vas réussir à créer ton physique sur scène, c'est pendant la phase de masse. Donc Ouais. juste en fait, le meilleur conseil si jamais que je peux donner, c'est imagine si t'es quelqu'un de très rigoureux pendant ta prep, tu fais gaffe à ce que tu manges, t'as pas de hors diète, t'as pas de, enfin tu vas t'entraîner, tu fais ce qu'il faut. Bah imagine cette rigueur-là exactement pareil pendant 2 ans de phase de masse avec potentiellement une mini-cut. Imagine ton physique où il peut être avec plus de calories, avec plus de repos, avec moins de fatigue, avec moins de cardio. Euh, je vais reprendre ce que tu as dit dans le podcast précédent, mais je pense que la question est vite répondue, tu vois. Clairement, clairement, il n'y a pas photo, c'est vraiment extrêmement important et absolument obligatoire de ça. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Je pense qu'on a un plutôt gros résumé, mais c'est quelque chose à prendre en compte, les finances bien sûr, la famille en général, et Ouais. surtout, ouais, ça, c'est quelque chose aussi, c'est n'attendez pas forcément que votre coach aussi vous dise tout quoi faire. Allez chercher aussi par vous-même potentiellement les règlements, les trucs, parce que d'une année à l'autre ça peut changer, et même si effectivement t'amènes quelqu'un en compétition, t'as pas forcément toujours le temps d'aller checker tous les règlements, surtout si potentiellement c'est à l'étranger, que c'est pas en français. Donc ne vous reposez pas à 100% sur les autres. Prenez le temps, n'hésitez pas à envoyer des messages aux personnes si jamais qui ont déjà concouru. La plupart des gens ne vont certainement pas vous dire, vous répondre méchamment, tu vois. N'hésitez pas à envoyer des messages aux présidents, aux athlètes des fédérations. Bref, c'est un monde où on se dit vraiment potentiellement, comment dire, tout seul. Mais au final, si vraiment tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est pas tout seul que ça. Et la plupart des présidents ou athlètes plutôt bien dans les fédérations sont assez cool et justement elles sont contentes que C'est ça, ouais. la Carrément. fédération soit mise en avant. Donc n'hésitez pas, prenez le temps et n'allez pas vous dire ok il y a marqué ça dans le règlement, ouais ça me semble bizarre. Pourquoi je m'embêterais à amener un chèque de caution parce que ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi. Pourquoi je me ferais chier à amener un chèque de caution pour cette compétition? De toute façon, je sais que même si je suis testé, je serais naturel. Si c'est demandé, fais-le. Si c'est demandé, fais-le. Parce que, encore une fois, si tu t'es fait chier pendant 6 mois pour un truc à la con, ou que t'arrives devant le gars, on te dit, il est où ton chèque? Je l'ai pas. Ok, bah, C'est c'est ça. bien, t'as fini premier, tant pis pour toi. Chut, tu Prenez pas décales de risques. en bas du classement. Donc, c'est un truc tellement bête, Inutile. tellement, tellement bête, et ça t'aurait pris à tout casser. Allez, 10 secondes si tu lis assez vite, 30 si tu lis assez lentement parce que tu es en prep, pour lire le règlement et juste vraiment se dire, OK, il me faut ça et c'est bon, et vivre potentiellement une meilleure expérience parce que, OK, il y a l'expérience, OK, il y a le classement, mais si tu es capable d'être premier et que finalement tu t'es reclassé à la fin parce que t'as pas lu le règlement,
Bah c'est extrêmement dommage. C'est extrêmement Ouais. dommage. Merci à Voilà. toutes et à tous d'avoir écouté le podcast jusqu'à présent. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo YouTube et également à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des prochains épisodes. Si vous êtes également intéressé d'atteindre vos objectifs physiques pour les mois et années à venir, n'hésitez pas à remplir le formulaire dans la description YouTube pour travailler avec Florian ou avec moi-même au sein de la Team Flow. Et je vous laisse pour la suite du podcast. Voilà. Je pense que c'est exactement Ouais, comme ouais. les. On pourra en parler sans doute et ça a pas mal fait du bruit en ce moment en plus sur bah là sur Internet avec Greg Doucet qui en a parlé concernant le classique physique qui finalement n'était pas naturel au MK classique chez les naturels du coup qui a gagné la catégorie classique physique. Preston il s'appelle, faudrait que je cherche après. Et effectivement c'est un peu dommage mais voilà lisez les règlements. Si c'est une compétition naturelle. Bah, ça veut dire que c'est naturel. Ça veut dire que c'est pas, oui, j'étais naturel il y a, Pas trop de temps. nanana, enfin bref, ça c'est encore autre chose. Ouais, Mais mais ouais, tout à fait. prenez vraiment le temps et voilà. En plus, Tout à fait. c'est d'ailleurs extrêmement dommage parce que il avait un très très bon physique. Et je sais plus par contre, du coup, si j'arriverai à le trouver. Je suis en train de chercher, mais je pense pas que j'arrive à le trouver. Je crois Mais pas que c'est MK Physique Preston. 2025? Ouais, mais ouais, je sais pas si j'arrive à le retrouver comme ça là, Ok, mais bah vas-y, cherche et au pire, et je, si tu le je trouves, chercherai, tu me ouais. le dis. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où ne soyez un peu autonome également dans un coaching et notamment lorsque vous faites une prep, c'est assez important d'être autonome. Bien sûr, votre coach est là pour vous suivre, pour vous soutenir et pour prendre des décisions, expliquer ses décisions, mais ça vient aussi de votre professionnalisme de vous informer sur le processus. Et de manière générale, vous allez beaucoup plus aimer votre première expérience si vous savez dans quoi vous vous embarquez. Également, ça peut vous rassurer sur connaître les tenants et aboutissants de la compétition, quand est-ce que vous allez arriver, ce que vous allez devoir amener, ce que vous allez devoir faire. C'est c'est toujours très très intéressant pour vous. Ça va vous rassurer, ça va vous permettre de vivre une meilleure expérience sur scène. Donc sur ça, ouais, soyez autonome, renseignez-vous. Ah oui, Autant pour moi, c'est pas Preston, c'est Prosper. J'étais pas si loin que ça, mais c'était pas exactement ça. Et c'est extrêmement dommage parce que pour moi, c'était un des plus beaux classiques physiques naturels que j'ai pu voir. et du coup, Après, il savait pas. Il savait. lui a démenti. J'ai pas eu le temps de regarder les deux vidéos en entier. Mais Ok, effectivement, c'était un monstre de masse, un monstre de très beau, ouais. muscle avec une taille classique comme pas possible. Le deuxième était pas mal aussi. Mais effectivement, c'est Donc un lui, peu dommage il a été testé positif? selon le. Alors c'est où? Je sais pas si c'est sur Nati News Daily. C'est ici, ouais. C'est ce que. Ah Alors, non, c'est Beyond si jamais Fitness. les personnes qui nous écoutent sur Spotify, vous pouvez regarder sur Instagram, la personne en question, c'est euh, Prosper Fitness, comme vous l'entendez. Du coup, Il faut vous venir sur pouvez YouTube. aller checker. Ouais. Vous êtes Ouais, obligé de venez sur venir sur. YouTube également. Vous êtes Comme obligé ça, de vous venir sur avez YouTube. Ouais, en directement soi, la vidéo. il est assez connu. Hein, il est assez connu. Il a Ouais, quasiment 1 million oui. d'abonnés. Il a déjà fait pas mal de vidéos aussi avec. Comment il s'appelle le mec? Ashton Hall, là, le gars qui a pas mal percé. Lui aussi, d'ailleurs, était au Blackout dernièrement et est assez connu aussi. Donc, ouais. Andy, ouais, ça. Je crois que c'est. Ah non, c'est pas Andy, autant pour moi. Mais lui, il est assez connu aussi. Ah, c'est Mike. Mike, ouais, ça. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que ouais, ne soyez Ouais, pas bêtes. renseignez-vous. Ne soyez pas Renseignez-vous, bêtes, c'est soyez pas un ça. connard. Franchement, c'est voilà, c'est méchant, mais franchement, prenez le temps, renseignez-vous, posez des questions si jamais. Effectivement, je sais que quand on est en prep, on n'a aucune envie de ça et de On faire se ça. prépare. Mais n'hésitez pas si jamais à poser La plupart des présidents, alors je vais pas forcément les citer, certains peut-être pas, mais la plupart des présidents sont quand même assez gentils, font gaffe. Sont plutôt pour que leurs athlètes se sentent bien. Donc, il y a même des présidents et le président de Inba France, par exemple, que je salue, je sais pas s'il écoutera le podcast, mais en tout cas, qui est vraiment, vraiment cool, qui a pris le temps sur les athlètes et même sur nous de inscrire pour qu'ils aient pas le temps, qu'ils aient pas besoin de se prendre la tête, qu'ils aient pas besoin de remplir des C'est papiers, ça. etc. Il Discutez les a avec inscrits sur nous. les compétitions, même à World, etc. Donc, c'est vraiment super, super cool de ça. Et c'est tout bête, mais ouais, il y avait quand même, peut-être pas une dizaine d'athlètes, mais un petit peu moins. Donc, ça fait quand même voilà, du travail pour lui. Sachant que lui aussi voulait était pas tout à fait en prep, mais presque. Donc en gros, voilà, c'est toujours cool, mais vous reposez pas sur les autres. Attendez pas le dernier moment. Pareil pour le slip de posing. Parce que ça, c'est aussi une dépense. Pareil pour le posing de manière Le slip générale. de. Attends. Le slip de posing, c'est aussi une dépense, voilà. Et pareil, si vous êtes trop limite, bah, ça se trouve, vous en avez qu'un seul. Mais si au moment de la compétition,
bah ce un seul il pète, ah bah c'est chaud. Des fois ils en vendent sur les compétitions, mais souvent il sera jamais aussi bien que celui que vous avez acheté. Donc Mm. prenez le temps aussi potentiellement d'en acheter deux. En fait, ouais, vous dites pas une compétition, ok, j'ai tout calculé, ce sera 500 euros, parce que ce sera jamais 500 euros. Parce que finalement, quand vous allez arriver devant le, euh, le gars, il va vous dire, ouais, bah, les photos, en fait, tu peux pas les payer par carte, tu dois forcément les payer par billet. Tu vas retirer de l'espèce, donc forcément, il va y avoir du déplacement que tu n'avais pas prévu, donc du carburant pour ta voiture. Le Airbnb, ça se trouve une gouille, donc en fait, finalement, il sera pas disponible, donc tu dois en prendre un autre. Donc, bref, que des trucs, en fait, qui. Ouais, ouais. Je sais, effectivement, des fois, bah, c'est juste pas évident. On a eu des fois juste envie de concourir, mais ouais, prenez toujours de Ouais, c'est l'avance. ça. Et puis une compétition, bah voilà, ça se prépare. Comme t'as pu le dire, il y a beaucoup de choses à se renseigner avant. Et tu as pu aussi en parler sur le fait de pas vouloir trop se presser à faire une première expérience, une première prep. Euh, Prenez le temps. Ok? Je pense que d'ailleurs, c'est une question qu'on a pu avoir dans les questions du podcast. Comme ça, je la préchote un peu. Euh, C'était combien d'années d'expérience pour vous, c'est le minimum pour préparer une première compétition? Alors, d'un côté, j'ai envie de te dire que il y a pas de, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas une, un nombre d'années référence et ça sera 2 ans et pas moins. Ça dépend vraiment des personnes. Mais maintenant, bien sûr, il faut donner des chiffres pour que ça soit quand même assez explicite. Je pense qu'une personne qui a moins de 2 à 3 ans d'expérience à l'entraînement, je ne dis pas forcément 2 ans à 3 ans de bodybuilding pur, mais si une personne, ça fait moins de 2 à 3 ans qu'elle va à la salle, c'est très peu probable qu'elle ait assez de masse musculaire pour pouvoir euh, euh, rendre une prep productive. On reste sur du bodybuilding naturel, donc forcément, vous n'allez pas forcément beaucoup perdre de masse en prep, mais forcément en termes de volume, comment vous allez rendre entre la fin de votre bulk et la fin de votre prep, donc vraiment lorsque vous serez shred et strié de partout, le volume sera complètement différent et le rendu également. Donc si vous n'avez pas assez de masse, vous allez très très rapidement déjanter sur scène et tout au long de la prep. Donc pour ça, prenez votre temps. Euh, Passez par plusieurs phases de masse. Faites-vous accompagner pour être sûr de rendre ces phases de masse-là le plus productif possible. Prenez le chemin le plus simple et le plus rapide en vous faisant accompagner par un coach compétent si vous voulez assez rapidement mettre en premier pied dans le bodybuilding. Mais dans tous les cas, je pense que il est nécessaire de faire de la masse, de s'habituer, de vraiment être à l'aise sur toute phase, que ce soit sur des cuts, savoir comment vous réagissez à un déficit calorique, comment vous réagissez à un surplus calorique prononcé pendant plusieurs semaines pour tout simplement euh, être prêt sur scène. Ok? Donc ça prend du temps, donc ça demande de la patience et ne vous précipitez pas pour faire votre première compétition, pour prouver à je ne sais qui que bah, vous pouvez le faire, que vous voulez directement afficher un très beau physique sur les réseaux, que vous voulez montrer que vous êtes athlète WNBF, que voilà. Prenez votre temps, faites-vous accompagner. Et je pense que voilà, 2 à 3 ans, tu me diras ce que tu en penses toi, mais je pense que c'est le minimum pour vraiment pouvoir faire une phase de masse, une phase de cut, en tout cas une phase de première mini-cut et ensuite enchaîner avec une prep. Et comme tu as pu le dire, une prep, ça ne commence pas 25 semaines avant la première scène, ça commence bien avant, ça commence à partir du moment où avec ton coach, vous mettez en place votre roadmap avec les étapes que vous allez suivre, la pré-prep, la phase de reverse s'il y en a une, la prep, etc. Et la prise de masse qui a précédé ça, la mini-cut qui a précédé ça. Donc, ça prend du temps et vous commencez à rentrer en prep, pour moi, à partir du moment où vous avez votre roadmap prêt et vous savez à peu près à quelle année vous allez concourir. À partir de là, vous rentrez en prep, mais prenez votre temps. Voilà. Ouais, et surtout aussi que et toujours se garder en tête que effectivement, c'est pas parce que tu as fait un mois, enfin un mois, une phase de masse que bah, tu auras assez de masse aussi pour concourir et surtout que tu garderas cette masse. Parce que aussi, ce qu'il y a quand tu es naturel et qui est très important, c'est la rétention musculaire et garder aussi cette masse que tu as pu faire. Donc, être sûr que tu t'es bien entraîné, être sûr que tu as créé du tissu et du nouveau tissu et que tu as conservé ce nouveau tissu. Parce que souvent, les preps, ce que ça fait aussi, quand le tissu est trop récent, bah, ça aura tendance à. De toute façon, ce qui vient en dernier. euh, Souvent, c'est ce qui commencera aussi à partir assez rapidement. Donc, si c'est vraiment du nouveau tissu, ça aura tendance à vite aussi
perdre quand tu feras la prep, même si tu l'as fait correctement, parce qu'une prep, plus tu vas la commencer sans expérience et très jeune, plus ça va être très jeune dans le milieu, je veux dire, plus ça risque d'être plus compliqué aussi pour ta masse musculaire. Donc en fait, ça dépendra de chaque personne. C'est clair qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont commencer à 12 ans. Normalement, tu peux pas concourir avant 16, 17, je crois, en France, dans les catégories teens. Donc tu vois, ça te fait déjà au moins 4 ans. Il y a des personnes, effectivement, qui s'entraînent depuis qu'elles ont 20 ans et elles veulent faire une compète au bout de 35 ans. Donc, tu vois, ça fait 15 ans. En fait, il n'y a pas vraiment de minimum, il n'y a pas vraiment de maximum. L'important, c'est C'est juste ça. d'aller sur une compétition quand tu sens que tu as besoin d'y aller. Il y a des personnes qui vont y aller au bout de, alors, peut-être pas 6 mois de salle, mais un an et demi. Ça suffira sans doute pas. Mais il y a des personnes qui veulent vraiment y aller. Et il y a des coachs qui les accompagnent. Et je comprends parfaitement parce que déjà, tu vas te faire de l'expérience. Euh, Ça reste un job où il faut pouvoir montrer aussi. Donc, le fait que tu aies amené quelqu'un sur scène, bah, tu peux le montrer. Et même des très grands coachs connus ou voilà, qui amènent des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience ou d'années d'expérience sur scène. Donc, en fait, ça dépendra juste de ça. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Quand tu veux concourir, parle-en à un coach qui a de l'expérience. Alors, un coach, effectivement, qui a de l'expérience, c'est pas forcément quelqu'un qui poste que oui, mon athlète est allé a gagné overall, mais il poste en 2023, puis d'un coup, tu vois plus en 2024, il a un athlète de nouveau. Euh, Quelqu'un qui poste, même s'il y a des top 5, même s'il y a un peu moins, qui partage, etc. Je pense que ça, c'est très, très important parce que c'est super simple de dire j'ai fait gagner mon athlète overall, mais sur 10 personnes, tu en as fait gagner un et les Ouais, autres c'est ont fait ça. 5. Ça prouve aussi que bah, tu t'es concentré sur un potentiellement et tu t'es pas trop emmerdé pour les autres. Donc il y a ça aussi qui est important. Et si jamais effectivement c'est OK, on peut y aller, mais faut pas t'attendre à potentiellement faire quelque chose de d'incroyable. Donc faut être coach, faut savoir le dire, faut savoir l'entendre aussi. Dire OK, ça veut pas forcément dire que ce sera mauvais, ça dépend qui c'est qu'il y a sur scène, mais voilà, le niveau évolue beaucoup, donc il y aura ça à faire gaffe. Ou alors vraiment se dire, ok, t'as une génétique, t'as une ligne qui est vraiment folle. Si on prend le temps, je pense que je peux vraiment faire quelque chose de bien plutôt que de perdre là du temps. Même si tu seras pas au taquet quand on concourra, tu seras toujours mieux que maintenant. Il faut savoir l'entendre aussi. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont pas capables de l'entendre, mais voilà, prenez le temps, écoutez les arguments concrets, réels. Si vous allez vers un coach pour concourir, et que vous êtes en mode, parce que ça j'ai déjà vu aussi, vous êtes en mode, ok, moi je veux concourir quand tu estimes que je suis prêt. Ok, t'es prêt en 2028. Ok. Est-ce qu'on peut concourir là, fin 2025? Bah, pas avec moi. Bah, clairement pas avec moi, puisque C'est moi, ça, tu faut vois, savoir le dire aussi, hein. c'est ça. Faut savoir Quand le tu dire. vraiment, voilà, t'as fait vraiment toute une roadmap, tout un truc, t'as vraiment visualisé. Quand vous engagez avec un coach qui a une vision long terme, il faut l'avoir aussi. Et pas au bout de 3-4 mois, se dire, ok, bah finalement, je veux concourir fin d'année parce que je veux aller concourir avec mes potes ou, ou je sais pas quoi. C'est donnant-donnant et c'est un petit peu dans les deux sens. Donc, prenez le temps, apprenez à prendre le temps, apprenez à apprécier surtout le processus parce que vouloir concourir, juste pour être beau sur votre Réseau. réseau, pour des Ouais. clients, ça ne marchera pas forcément parce que de toute façon, même si votre physique est pas incroyable ou quoi que ce soit, et si même si vous partagez euh, c'est pas pour autant que vous allez avoir potentiellement des clients parce qu'il y a tout ça. Et souvent, quand il y a le partage sur les YouTube ou Instagram de je concours, mais qu'on sent que c'est vraiment un peu j'y vais et il y a que le physique voilà, qui est posté et tout quand t'es shred, etc. Mais que t'expliques rien, etc. On a du mal à ressentir vraiment cette passion et cette envie. Et je pense que beaucoup de Ça se coachs qui ressent, hein. arrivent. Ouais, beaucoup de coachs qui arrivent potentiellement à faire leur carrière ou bâtir une carrière sur leur prep, c'est aussi et surtout parce qu'il y a beaucoup de passion et que en même temps qu'ils en apprennent, ils en apprennent aux autres. Et je pense que ça, c'est Il très partage, important. ouais. Apprenez à apprécier le processus et les meilleurs bodybuilders, c'est ça. Ils apprécient quand ils sont gras, ils apprécient quand ils sont secs, ils apprécient quand ils ont faim, ils apprécient quand ils sont pas faim, ils Exactement. apprécient quand la vie est Toutes dure, les ils phases. apprécient quand la vie elle est bien. Voilà, c'est ça. Un athlète et un bon athlète, c'est ça. Alors effectivement, il y a des personnes qui vont moins souffrir et qui seront très bons sur scène, mais c'est comme tout. Tu as des personnes qui vont en cours devoir rusher comme pas possible pour être bon, et des personnes juste qui vont dire ouais, bah en fait j'ai même pas révisé, et ils vont se taper une meilleure note que toi. Mais c'est un peu comme ça dans la C'est vie. ça. Et ce C'est sera ça. toujours comme ça. Il y aura toujours des gens qui seront plus riches que toi, des gens qui seront plus beaux que toi. Bref, après, ça dépend de chaque personne, la richesse, la beauté. Mais en vrai, ça fait partie de la vie. Et vouloir toujours se dire. Euh, dis-toi juste qu'au moment où tu es sur scène, même si t'es pas devant, tu te dis juste, ok, plus je peux pas faire. Ce gars-là, il est devant C'est moi ça. Est-ce que j'ai parce tout qu'il est donné? devant moi Oui. et c'est comme ça. Mais j'ai tout donné, j'ai tout respecté, j'ai bien fait gaffe à dormir, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai profité correctement, j'ai aimé le processus. C'est pas grave, si c'est pas cette année-là, ce sera une autre année. Mais si vraiment C'est ça. tu t'es dit, ok, j'ai fait ce que je pouvais, pour moi, la meilleure expérience, elle est là. La meilleure expérience, elle est là. Peu importe le placement, c'est de se dire que
je suis monté sur scène sans regret. Après, il y a des personnes qui auront des regrets différents. Avoir mangé une part de gâteau à 2 semaines avant de monter sur scène, certains vont dire, ouais, moi j'ai pas de regrets, je m'en fous. D'autres vont dire, ok, c'est la pire des choses à faire. Et je pense que je serais pareil à dire que c'est la pire des choses à faire. Oui. Euh, Parce que je vois mal là maintenant une recharge en mode gâteau. Enfin, ça dépend ce que c'est comme gâteau, Pizza mais Hut. ou pizza, ouais, après ça dépend de chaque personne. Mais ouais, il y a des degrés. Après, comme j'ai pu dire, tu vois, la beauté c'est subjectif. Donc c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des degrés de. J'ai donné le maximum. Chaque personne aura son degré de truc. Mais voilà, pour vivre la meilleure expérience, soyez honnête avec votre coach, soyez honnête avec vous-même, aimez le processus et prenez le temps. Je pense que c'est plutôt bien résumé, tu vois. Clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Là, je pense que carrément, on peut passer sur les questions. Là, le podcast, ça nous aura fait à peu près ouais, 50 minutes que l'on parle. Je pense qu'on peut Yep. Ouais, aborder carrément, les carrément. questions. Et bah, en soi, tu répondais à une des questions que je voulais aborder. C'était quelle est votre définition d'une première compétition réussie? Est-ce qu'en gros, c'est le placement ou l'expérience qui prime? Et je pense que tu as complètement répondu à ça finalement. C'est une première expérience réussie, c'est une expérience sans regret et surtout une expérience que vous avez appréciée. C'est ça, apprécier le process, apprécier toute la phase de prep et surtout apprécier le moment sur scène. Le moment sur scène, ça va être une infime partie de tout le pourcentage du temps que vous avez préparé la compétition. C'est vraiment même pas 1%. Ok. Vous allez passer à tout casser, grand max, 1 heure sur scène, comparé à toutes les heures où vous êtes entraîné, où vous avez suivi votre jet, vous avez bien récupéré, bien dormi. Donc, ça passe surtout sur apprécier votre prep, que vous appréciez le processus et ne pas chercher, encore une fois, comme tu l'as dit, à vouloir monter sur la scène pour les réseaux, parce que au final, 99, même plus, du process, vous n'allez pas l'aimer. Et ça, c'est une expérience qui n'est pas réussie à coup sûr. Et encore une fois, si vous cherchez à monter sur scène pour les réseaux et pour faire grossir votre business, sans passion, vous n'allez pas savoir partager ça d'une bonne manière. Et finalement, ça ne marchera jamais parce que vous n'avez pas su partager ça de la bonne des manières. Et ça se ressent. Ok, la sincérité, ça se ressent. Et la passion aussi. Pour revenir à qu'est-ce qu'une bonne expérience, voilà, c'est une expérience sans regret qui a été fait avec passion et qui a été apprécié et qui vous donne envie, en tout cas l'envie, pas forcément, vous n'allez pas pour certains pouvoir le refaire trop tôt, notamment comme on a pu le dire au début du podcast à cause de l'aspect financier ou de l'environnement qui peut changer, mais en tout cas une expérience qui vous donne envie de refaire, si vous aviez la possibilité là de le refaire, alors vous le referiez. Alors ça, si vous avez ce sentiment après une prep, alors c'est une prep qui est réussie, c'est une première expérience qui est réussie pour ma part. Après, c'est vrai que c'était ça la fin de la question, c'est est-ce qu'on a envie d'y retourner? Pour moi, c'est pas obligatoire d'avoir envie d'y retourner. Tu peux avoir des personnes effectivement qui vont, je sais pas, c'est l'exemple qui me vient, mais se faire offrir des tours de circuit en Ferrari, c'est cool, mais ils ont pas forcément envie d'en acheter une parce qu'en fait, c'est juste pas pratique ou j'en sais rien, tu vois, pour les personnes. Donc en fait, il y a des personnes qui vont apprécier juste y être, que c'est une expérience, c'est cool, et continuer quand même de leur côté à rusher et s'entraîner très très fort. Donc en soi, c'est pas obligatoire pour moi d'avoir envie d'y retourner. L'important, c'est juste de se dire, ok, physiquement, mentalement, j'y étais, j'ai apprécié être sur scène, j'ai pas de regrets. C'est ça le plus important. Ouais. Et Mm. effectivement, ouais, tu parlais aussi de l'entourage, je crois qu'on l'a pas forcément mentionné, mais effectivement, c'est aussi avoir une routine qui sera tenable tout le long. Et c'est-à-dire que si la prépare sur 6 8 mois, être sûr que le job que tu as potentiellement actuellement bah, te plaît et que tu seras capable de le tenir. Parce que si d'un seul coup tu arrêtes le job, tu n'as plus de finances et tu as plus de stress, bah, ça va être compliqué. Donc il faut toujours viser très long terme, 1 an, être sûr que pendant 1 an au moins, tu es sûr que, ok, C'est c'est stable. bien, j'ai pas de travaux à venir dans la maison, j'ai pas un déménagement de prévu, même si ça peut arriver et qu'en soi, c'est pas une excuse, mais être sûr que pendant très longtemps, c'est posé et c'est calme. Surtout. Yes. Totalement d'accord. Totalement d'accord. La seconde question, ça serait, du coup, là, je vais m'adresser directement à toi, et après, il y en a une question qui s'adresse à moi dans la même question. La première question, c'est comment, du coup, pour toi, Florian, comment c'était ta première expérience? Comment tu l'as ressentie? Et ouais, comment, est-ce que tu as apprécié? Est-ce que tu referais tout pareil? Est-ce que tu as aimé ça? Euh, je pense que refaire tout pareil, non, parce que chaque prep est différente et j'ai pas mal évolué maintenant physiquement sur pas mal de choses, même sur les recharges, etc.
sur un suivi un peu plus bodybuilding aussi. Donc non, sans doute pas que ce soit en termes de fédération, ni en termes d'endroit en général. Mais première expérience, j'ai su que je voulais faire ça, que j'étais à ma place. Quand j'ai mis le pied sur scène, le gros avantage que j'ai eu, on va dire, c'est que j'ai pas eu le temps de réalisé que j'allais monter sur scène. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans la salle de chauffe et en fait, on a été appelé directement à la foulée, vraiment. Donc en fait, j'ai à peine eu le temps de sortir des backstage et aller sur scène. En soi, c'était bien parce que du coup, t'as pas le temps de réaliser, t'as pas le temps de respirer, t'as pas le temps de ça, t'es juste boum et t'y vas. Ouais, mais t'avais eu le temps de Et quand je pump, me suis rendu etc. compte qu'en fait, les lumières, elles t'éblouissent, donc en fait, tu vois pas vraiment trop les gens à part les juges, je me suis dit, ok, c'est cool. Je vais faire mon truc, je suis sur ma terrasse, je fais mon posing, j'enchaîne. Et là, je me suis dit, ok, ouais, c'est vraiment cool. Je sais pourquoi je suis Ouais. là. Et pour moi, ça a été une des meilleures expériences. C'est pour ça que je pense que j'y retournerai et c'est certain. Et que en tant qu'expérience perso, ça a été une très très bonne expérience, ma première compétition. J'ai fini troisième. Le classement, c'est le classement en soi. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, on s'en fout. Mais ouais, j'ai apprécié vraiment le truc. J'ai appris beaucoup. Donc c'est l'essentiel. C'était une très très bonne première expérience. D'ailleurs, pour ça que derrière, et bon, ça a été peut-être une erreur, mais j'en ai fait cinq autres la même année. C'est vrai que ta saison, elle avait été interminable. C'était une saison Interminable. AB. C'était ni A ni Ah B, ben, c'était AB. ABB. Oui. Et du coup, la seconde question qui était dans la même, posée par la même personne au même moment, j'ai envie de dire, c'était pour moi-même et c'était comment est-ce que je vois ma première expérience. Donc la question est quand même très 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 large. Comment je vois ma première expérience? Bah, déjà, je la vois aller jusqu'au bout. Je la vois ben, de la meilleure des manières. J'allais dire, maintenant avec Florian, on se connaît beaucoup. Moi, je pense que j'ai appris à me connaître au fur et à mesure, savoir comment je réagissais à chaque phase. Le seul point connu que j'ai, c'est je ne sais pas comment je réagis à un très très gros déficit qui dure très longtemps, mais clairement, ma passion passera toujours avant mon mental. Donc, je sais que, en fait, cette même passion va supporter mon mental. Et mentalement, je sais que je suis prêt. Donc, j'ai simplement extrêmement hâte. Je sais que si je dois faire des concessions, je les ferai, tout simplement parce que le bodybuilding, c'est toute ma vie aujourd'hui. Donc, j'ai juste très, très hâte de faire ces premières expériences et je doute pas que ça sera de super aventures, à la fois humain et à la fois sur scène. Donc, voilà, simplement, j'ai très, très hâte. J'ai zéro appréhension, zéro peur. Je prendrai tout ce qui vient comme ça vient. Si je dois être fatigué, je serai fatigué. Si j'ai faim, bah, j'aurai faim. Mais je ferai en sorte tout simplement de kiffer chaque étape du processus. Quand j'aurai faim, bah, kiffer la faim. Quand je serai fatigué, essayer de, en tout cas, encaisser cette fatigue au mieux pour rester le maximum productif sur mes entraînements, sur ma vie à côté, sur mon business. Donc voilà, simplement, j'ai hâte de voir arriver tout ça. Ensuite, on peut enchaîner si tu es OK. Alors, Vas-y. avec ouais, on va rester pour le moment sur les compétitions et on va passer du coup sur une question qui touche aux fédérations naturelles. Et la question c'est, quelle est selon toi, selon vous du coup, la meilleure fédération actuelle en nati? Je te laisse commencer à répondre si tu veux. Alors, la meilleure, c'est jamais évident parce que c'est un peu comme tout en bodybuilding. Il y a des personnes qui vont pas forcément aimer l'expérience en WNBF et vont préférer dire que c'est INBA. Il y a des gens qui vont pas trop aimer INBA qui vont dire que c'est WNBF. Il y a des personnes qui vont préférer dire NBFI. Il y a tellement de fédérations maintenant. Je pense que la meilleure d'un point de vue naturel, donc ce qui nous intéresse, donc c'est au niveau des tests, au niveau du nombre de compétitions qu'il y a dans le monde et en Europe aussi, du niveau, des salles en général et du bon, respect des athlètes, c'est un grand mot parce que en fait, ça va dépendre vraiment de De chaque. tout et rien dire aussi. Ouais, ça, France, Grèce, enfin bref, voilà. Je dirais, selon moi, je dirais quand même WNBF. Parce qu'Inba, il y en a aussi beaucoup, mais c'est quand même beaucoup plus centré vers peut-être l'Italie, l'Allemagne, et après c'est beaucoup loin. Alors que la WNBF, ben voilà, on a France, assez proche, Portugal, Espagne, Allemagne. Enfin bref, Ouais, il y en c'est a un maintenant, il y a mondial. quasiment tous Ouais, les pays au final c'est ont une ça. WNBF, même les plus petits pays. Donc je dirais que quand même, je pense WNBF, même si effectivement, au vu après des lumières, des niveaux, il y a des très bonnes compétitions également en Angleterre avec les UK DFBA, mais au final c'est Inba
Donc ça se rejoint un petit peu, mais après c'est vraiment pour eux. Là on parle vraiment pour le côté français. Il y a des Français qui pourront concourir en UK, même si des fois c'est compliqué, mais voilà, je dirais quand même WNBF, ouais, d'un point de vue test, d'un point de vue euh, gabarit, on va dire, de la fédération. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où WNBF, ça grandit de plus en plus fort, que ça soit en Europe ou dans le monde. Il y a également de plus en plus de gros cash prize, de plus en plus de grosses line-up, avec beaucoup d'athlètes, beaucoup de scènes. Inba aussi, je trouve ça... C'est un peu plus tourné vers l'Europe, comme tu as pu le dire, mais je trouve la fédération très intéressante parce qu'elle sait mettre en place pas également, comme on a pu le dire, qui veut tout et rien dire, mais le traitement des athlètes. Je trouve que la plupart du temps, les horaires sont respectés, les scènes sont belles, les salles sont bien choisies et les présidents, ou en tout cas l'encadrement de la compétition, est toujours de qualité. Donc ouais, tout simplement, je te rejoins sur ça. Je pense que Inba a un bel avenir devant eux. Donc Inba et WNBF pour ce qu'ils ont déjà apporté dans le bodybuilding et ce qu'ils continuent à développer. Donc les deux, je les trouve extrêmement intéressantes et à voir comment ils évoluent. Mais je pense que au fur et à mesure, ça va peut-être être les deux qui vont réellement se démarquer dans le monde du body naturel. Ouais, à moins qu'il y ait une autre qui sorte, effectivement, mais Ouais, j'étais qui en train de pop d'ici là, chercher, mais je sais plus quelle compétition là avait des méga cash prize. Je crois que c'est un truc comme 10 000. Dubaï, Je sais plus si c'était 7 500 ou 10 000 $ pour le gagnant en bodybuilding, mais j'arrive plus à savoir si c'était c'était pas Dubaï? WNBF Taïwan, WNBF Singapour ou WNBF. Je ne crois pas que c'était Dubaï, j'arrive plus à Ah savoir. ouais? Ouais, Moi, il me semblait que c'était Dubaï, j'arrive mais. j'arrive plus à savoir. Ah, je crois pas. On a Ouais. tendance à croire que ouais, Dubaï parce qu'ils ont de l'argent, mais Attends. ils ont souvent tendance à financer plutôt des compétitions qui sont peut-être un peu moins naturelles, même si ça Défini, ouais. évolue pas mal. Golf. Alors, Ah, t'as peut-être raison. Attends, t'as peut-être raison. Dubaï, c'était. Golf, super pro. Ah ouais, attends. Je T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. crois qu'il y a 10 000 en cash Pro prize et bodybuilding. Ouais, total. pro bodybuilding, c'est 7 000 $ pour le. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hmm. 7 000 $ pour le gagnant overall price. Et tu gagnes aussi par classe aussi. Tu peux gagner, si tu gagnes ta classe, tu peux gagner déjà de l'argent. 7 000 pour l'overall, c'est pas mal, hein. 7 000, 3 000 et 1 750, franchement, ça commence à être pas mal. Quand tu déplaces jusqu'à Dubaï potentiellement, je crois que c'est 30 000 en tout de cash price. Franchement, c'est pas mal. 5 000 pour le men's physique. Après, il y a les pro bikini. Non, franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est de belles compètes. Mais je pense que, comme tu l'as dit, Singapour aussi, il y a des beaux cash prize. De plus en plus, bah, dans les pays aussi où il y a de l'argent, hein, forcément. Mais C'est ça euh, aussi, justement, que si tu as de l'argent pour te déplacer là-bas, bah, tu as potentiellement aussi de l'argent à récupérer. Si ça peut peut-être pas tout rentabiliser ta c'est prep, ça. mais une bonne partie de ta prep, c'est pas mal, quoi. Yes, tout à fait. Donc oui, bah, je pense que là, actuellement, au niveau des prix, même si vous ne faites pas une compétition de bodybuilding pour gagner de l'argent, hein, ça, on s'entend bien, et vous n'y allez pas forcément pour les cash prizes, mais forcément, ça attire. Donc c'est toujours bien, ça attire de plus en plus de monde, ça peut motiver certaines personnes, même si votre motivation principale dans le bodybuilding ne doit jamais venir du cash price. Forcément, ça fait toujours plaisir d'essayer de voilà, rembourser sa prépa, hein. Finalement, c'est ça, si tu gagnes 10 000 euros. Je pense que ta prépa, en tout cas, elle est remboursée. C'est Mais pas il ne faut pas mal. s'attendre non plus à gagner des milliers des cents par votre compétition en elle-même. Euh, alors, on a combien de minutes? Ouais, on peut encore enchaîner. On va enchaîner, on fait encore deux questions. Je pense que ça sera bien. Euh, alors, du coup, bah, cette question, elle peut s'appliquer à nous deux. Et c'est quel a été votre déclic pour quitter votre job slash études et vous consacrer à fond dans le body, dans le coaching, plutôt dans le coaching pour le coup. Euh, Vas-y, je te laisse un peu raconter et après je Je passerai à pense moi. qu'il n'y a pas forcément grand-chose à dire là-dessus. Je dirais que c'est, comme j'avais déjà pu en parler, c'est vraiment la passion et l'envie de faire progresser les autres et d'aider les autres, de relever le niveau maximum du bodybuilding français. Parce que j'étais vraiment passionné par le bodybuilding en général et je me rendais compte effectivement que les informations n'étaient pas forcément très erronées ou très anciennes. Avant tout, la passion et pas. Je suis arrivé effectivement dans le coaching online quand c'était pas encore potentiellement la mode de tout ça.
beaucoup de coachs, etc. Donc il y a aussi ça qui fait la différence. Avant tout, je dirais, c'est la passion, c'est l'envie d'aider les autres et de me dire de ouais, au début, quand j'ai vraiment créé sur mon Instagram, etc., c'était avant tout pour partager ma passion et mon expérience et pouvoir la partager aux autres. Et du coup, bah, ça est devenu mon job parce qu'avant tout, c'est Ouais. ma passion et en fait mon métier. Et c'est de là que ça vient, la passion. Vraiment, c'est la passion. Ouais. Ok. Moi, je pense que c'est à peu près la même chose. Dans la question, il y avait le mot déclic, mais je pense que ça n'a jamais été, ni pour toi, ni pour moi, un déclic. Ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement progressif. Au début, j'avais mon compte Instagram voilà, personnel. De plus en plus, j'ai mis du contenu bodybuilding. De plus en plus, dans ma tête, il y avait cette idée de pouvoir aider le maximum de gens, faire simplement du bien au bodybuilding naturel en ayant des athlètes sur scène, en le développant de plus en plus. En parallèle de ça, ben, à ce moment-là, j'étais encore dans mes études. Et à la fin de mes études, du coup, ben, on travaillait déjà ensemble. Tu m'as proposé de rejoindre la team. Et ça a été simplement une évidence, comme le prolongement de tout le process que j'avais fait jusqu'à présent. Donc, ça n'a pas vraiment été un déclic, mais simplement les bonnes opportunités qui sont arrivées au bon moment avec le cheminement mental qui s'était déjà fait en amont. Et donc, tout simplement, j'ai concrétisé cette envie que j'avais de réellement pouvoir faire de ma passion. Et clairement, à l'époque, ce qui me prenait le plus de temps dans ma vie déjà, ben, réellement pouvoir en vivre en le mettant au centre de ma vie. Donc, voilà, ça a plutôt été à chaque fois des cheminements plutôt que des déclics à passer tout plaquer, tout laisser tomber d'un coup par une impulsion, par une envie, parce que dans tous les cas, une envie, c'est souvent éphémère. Enfin, une envie, c'est éphémère. Et ta passion, normalement, elle n'est pas forcément éphémère. C'est quelque chose vraiment qui te drive depuis un moment. Et c'est pour ça que maintenant, tu peux la qualifier de passion et pas d'envie, en fait. Donc voilà, ça a été très progressif. Et maintenant, ben, forcément, je regrette rien et je vois pas comment je pourrais regretter quelque chose à partir du moment où tu fais ce que tu aimes et tu fais du bon job et tu as envie de continuer et tu pourrais faire ça absolument toute ta vie parce que c'est quelque chose qui te drive énormément. Donc voilà comment je suis passé de tout simplement comment je suis arrivé ici et ce qui va suivre. Donc voilà. Je pense que on, au niveau des questions, ça s'éloigne un peu après du domaine de la préparation de compétition. On gardera ces questions-là pour un autre podcast. Ça fait un Moi, petit je pense moment. qu'on ferait un podcast une fois. On fera vraiment un podcast réponse aux questions. Ouais, carrément. Peut-être pas long, mais un podcast réponse aux questions. Donc, au fur et à mesure qu'on en a, je pense que d'ici peut-être. On est en stock un peu Ouais, depuis le on en début. stocke un petit peu. Peut-être le podcast numéro 4 ou 5, on fera vraiment un podcast juste simplement réponse aux questions. Donc des questions qu'on a déjà eues, plus des questions qu'on posera. On va peut-être pas non plus en traiter 15, mais voilà, en traiter peut-être certaines, à voir si on doit rentrer vraiment en détail ou pas, ou juste y répondre. Pardon, mais je pense que ça peut vraiment être bien, ouais. Une bonne chose, ouais, Donc clairement. si jamais vous avez posé Là, une question, vous inquiétez pas, on fera en sorte d'y répondre. on stocke tout. Il n'y a pas de souci sur ça. On stocke En tout. tout cas, merci de d'avoir écouté ce second épisode du podcast. Ça a été encore une fois un réel plaisir. Le podcast sera disponible soit sur YouTube ou sur Spotify. Vous connaissez. Abonnez-vous aux chaînes, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un commentaire sur ce que vous avez pensé du podcast. Mettez un j'aime, mettez les 5 étoiles sur Spotify. Même sur Spotify, maintenant, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur les sujets que vous voulez aborder. Si vous avez des remarques, une réaction à faire sur ce que l'on a dit, dans tous les cas, nous, soit ça peut nous aider, soit ça nous fait du bien, que ça soit un commentaire, positif ou négatif, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à nous conseiller ou quoi que ce soit, nous, on prend. On se retrouve du coup très rapidement pour un prochain podcast et je te laisse finir cette vidéo. Je finis du coup, écoute, c'est un peu la même chose que ce que tu as dit, hein. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. C'était encore une fois un plaisir. Un très bon podcast. Je pense qu'on va aider encore une fois pas mal de monde. On a plus ou moins bien répondu. Si jamais il y a des questions qui vous viennent par rapport à ça, qu'on n'a pas répondu, on n'aura pas forcément de prix précis ou quoi que ce soit, parce que les prix peuvent changer chaque année, mais juste des trucs qu'on n'a pas forcément dit. Ah, moi, je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez Hmm. pas, on échangera. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger dans les commentaires. Sinon, tout est en description, comme d'hab, hein, et bien sûr. Et à très vite, j'ai envie de dire. Merci à tous. Yes. Merci à tous.